Bonjour à tous, c'est avec une grande joie que je vous annonce le premier podcast de la chaîne avec l'auteur d'Urbance, Joël Vegas, donc un auteur que j'affectionne énormément. Pour l'occasion, il y aura un concours où on vous fera gagner un tome dédicacé avec un poster recto verso dédicacé avec toutes les modalités en description. Merci Joël de nous accorder du temps. Auteur d'Urbance Merci à toi, Joe. chez Ankama. Aujourd'hui, le tome 3 vient bientôt sortir. Il va bientôt Il vient sortir, sortir ouais. le 18 avril. Au moment où l'interview va sortir, ce sera déjà sorti. Un auteur, c'est le mieux placé pour vendre son œuvre. Tu le fais très bien. Un petit speech de Urbance, pour ceux qui connaissent pas. Alors, petit speech Urbance. Urbance, c'est un manga en 4 tomes, manga hybride en 4 tomes. Pourquoi je dis hybride? Tout simplement parce que aussi, ça a des codes visuels un peu particuliers. C'est mon amour de la BD franco-belge et du comics là-dedans. C'est une série en 4 tomes qui est donc publiée chez Ankama, où en fait, je parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui est les rapports humains entre hommes et femmes. L'histoire se passe dans une ville qui s'appelle Néopolis, qui est un peu, je dirais, un duplicata de Montréal, dans le sens où la ville est séparée en deux, sauf que évidemment Québec, vous savez, on a les deux langues officielles, francophones et anglophones. Là, ici, il y a un mur physique qui sépare Néopolis en deux, où les hommes vivent d'un côté, les femmes de l'autre. Et on parle d'un monde, je dirais, dystopique, anxiogène, où on va suivre l'histoire d'un jeune DJ, Kenzel, qui va, à un moment donné, pas forcément tomber sous le charme de Lessia, mais qui va être, je dirais, poursuivi, à coquiner avec elle dans cette aventure. Et les deux vont être pris en chasse par les clans et les familles et tout le système qui régit ce monde-là. Donc, c'est un récit explosif en 4 tomes qui se rapproche plus, je dirais, d'un roman noir dystopique qu'un shonen classique. D'ailleurs, Ankama a fait un super trailer pour lancer la série. J'en peux plus de cette ville. À Néopolis, les plaisirs charnels sont mortels. Et ça crée pas mal de tensions. Les hommes et les femmes se détestent. On est tous séparés par ce foutu mur. Notre seul réconfort, c'est ce nouveau truc qui fait fureur. Mais les gens se battent pour en avoir. Mais moi, tout ce qui m'importe, c'est ma musique. Faut que ça s'arrête! Tu t'es installé à Montréal en 2006, si je dis pas d'erreur. Ouais, 2006. Moi, je suis venu seul. Je suis venu le 4 juillet, jour de l'indépendance américaine. Je suis venu le 4 juillet 2006. Je suis venu seul. Je travaillais dans une boîte d'anime en France, Attitude Studio. Je venais de finir de travailler sur Skyland de la prophétie. Je travaillais sur une série animée, tout ça, c'était cool. J'étais animateur 3D à l'époque. Et j'ai postulé chez Ubisoft. J'avais des amis et 2 mois plus tard, je partais. Donc, je travaillais sur Naruto tout de suite, Naruto Rise of a Ninja sur Xbox. Et j'ai tout laissé derrière moi. J'ai laissé ma copine à l'époque. J'étais en relation, voilà, c'était pas très solide, mais voilà. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé mes amis, et j'avais signé un permis de travail de 3 ans. Et puis, ouais, ça a été dur, ça a été un déchirement. La première nuit d'hôtel, je m'en souviens, j'étais toute seule dans mon hôtel. Avant de commencer, je me suis mis à pleurer, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et je pensais peut-être rester 3 ans. Ça fait bientôt 20 ans que je suis là. Donc, c'est quelque chose de fort. Ce choix que j'ai fait de tout quitter seul à un moment donné, peut-être m'a endurci pour m'installer, pour être fier de ce que je fais, pour rendre ma famille fière de ce que je fais. Il faudra absolument pas que je rentre. Maintenant, j'ai ma femme, j'ai mon fils ici et ouais. Et donc, ça force la résilience, quoi. Et d'une certaine manière, la dureté qu'on peut voir peut-être dans Urbance par rapport au thème, il est fait peut-être des choix un peu durs et de fait que j'ai dû me battre pour faire ma place, quoi. C'est pas rigolo, Urbance. Il y a des fois, il y a des petits traits d'humour. On va voir dans le tome 3, il y a un jeu du chat et la souris, un peu plus et tout. Il y a un peu de cynisme. Mais c'est pas une œuvre rigolote, quoi. Et, c'est parce que peut-être mon vécu ne l'est pas forcément. Voilà, je vais pas me plaindre, hein, mais j'ai dû me battre et ça, je l'ai mis là-dedans. On a tous une histoire, hein. Ouais. Urbance, c'est dans ton ADN depuis quasiment 10 ans, si je me trompe pas. Ouais. Je pense, ouais. Les premières idées me sont arrivées en 2011, à peu près. Et puis, au début, il y avait rien de sérieux. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'au tout début, je pensais évidemment faire un comic book, un truc. Puis, très rapidement, avec mon associé, on a voulu faire un pilote d'animation, puisque j'avais ma propre compagnie qui s'appelait Steamboat. J'avais créé une agence à l'époque, une agence d'artistes, et on travaillait pour le cinéma, le jeu vidéo, et on outsourçait du concept art. Et donc, on a eu des rêves de grandeur. On s'est dit, pourquoi pas faire carrément une série animée.
Donc on a commencé à écrire un pilote et compagnie, on l'a produit et tout ça. Et puis là maintenant, pour des raisons dont on peut peut-être parler, développer, je suis revenu finalement à l'idée initiale qui est de se dire, on va de continuer par le commencement. C'est donc la méthode la plus simple de raconter une histoire, c'est quoi? C'est l'écrit ou c'est le papier, c'est le crayon, c'est la bande dessinée pour moi. Mais moi, quand tu me l'avais expliqué, j'ai trouvé ça passionnant parce que une histoire, t'as tout le temps des côtés très positifs et aussi des côtés très négatifs. Et tu m'avais expliqué qu'Ankama, ils ont pas pu tout de suite se positionner sur le projet. Est-ce qu'on peut en parler? Ouais, on peut en parler, ouais, complètement. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'avais un Kickstarter qu'on avait lancé, nous, hein, un peu en mode, on sort du garage et puis on a un projet intéressant. On avait un producteur qui était associé au projet et on a lancé une campagne Kickstarter en 2014, il me semble, et on a obtenu un certain financement. Et parmi les heureux donateurs, pour produire un pilote donc complètement indépendant, il y avait Ankama. Ankama, à un moment donné, on regardait la liste des backers, comme on dit, on a vu qu'Ankama avait donné une certaine somme, quoi, dans quelques milliers, pour supporter. Nous, on n'a pas vraiment, je dirais, porté attention à ça. Évidemment, on avait remercié chaque backer comme il se doit. Puis on a fait notre pilote d'animation. Puis quelques années plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer Tot parce que Ankama ouvrait on va dire un studio de jeux vidéo à Montréal, qui malheureusement avait fermé ses portes depuis. Puis là, on a eu une rencontre et puis il me disait, mais moi les gars, j'étais là, je vous ai supporté et je suis là, quoi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une révélation de se dire, on va aller toquer à la porte et puis on a sollicité Tot, j'ai sollicité Tot un peu plus sérieusement, de dire, c'est vrai qu'il nous supportait déjà à l'époque. Sûr, Simplement, je voyais pas les signaux. Le signal, il était là, il était évident. Mais voilà, on a voulu rester, je sais pas, très très libre. Après, je suis libre en faisant Urban, c'est ça qui est génial. Je l'ai compris bien plus tard. Mais je voyais pas ça et puis j'étais omnibulé peut-être par les opportunités qui pouvaient encore nous arriver, qui malheureusement ne sont pas venues au niveau de l'animation. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir te voir en interview, là, il y a même pas 30 minutes. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais l'actualité t'a permis de coller avec le Covid, ce genre de choses. Est-ce que ça t'a fait peur justement que le public vient de voir et ils se trompent dans le message que tu voulais apporter, en pensant que justement tu voulais mettre du politique, que tu voulais faire de la critique de la société, mais pas forcément dans le bon sens, justement vers le Covid ou des trucs comme ça? C'est intéressant. C'est sûr que l'actualité, elle est pas toujours joyeuse évidemment, mais après, si j'ai un message à faire passer, c'est effectivement, c'est des fois de s'affranchir de règles et du dogme de la peur commune pour arriver à trouver qui on est. Donc, on venait face à de jeunes ou à des jeunes en général qui ont une perte d'identité ou qui s'identifient uniquement par rapport à la peur ou au genre. Je suis Dead Leaves, tu es Neo Blasters, tu es Cloud, tu es Black Snake, whatever, et on reste là-dedans. C'est sûr que si maintenant les lecteurs trouvent une autre portée à ça, d'autres messages derrière, il y a aucun problème. Il y aura d'autres messages qui viendront se coller. Donc j'ai pas vraiment peur de ça. J'ai un peu ça. Urban surfe un petit peu sur les distanciations sociales, tout ça, mais non, le message, je pense pas qu'ils vont se tromper sur le message. Ils auront une partie du message que j'ai envie de leur donner à l'issue du tome 4, qui a un très très beau reveal, en tout cas, qui a un très beau twist à la fin. Maintenant, s'ils voient d'autres choses, pourquoi pas, aucun problème. Moi, j'étais très inspiré également par toute la série des Black Mirror quand c'est sorti aussi. On était là, c'était c'est complètement mythique. Les cabinets de curiosité de Guillermo del Toro. Encore une fois, et il y a plusieurs messages là-dedans. On parle de quand on écoute un épisode, il y a l'intrusion des réseaux sociaux, il y a l'idée pensante abrutissante, il y a le système de like dans une société, la monétisation, il y a plein de messages. C'est très complexe. Urban, c'est un reflet de tout ça d'une certaine manière. Et ou l'intrusion de la technologie avec les bracelets Coevo qui dirigent ta vie. On le voit à un moment donné dans le tome 2 quand Kenzel, sans révéler twist, mais ne l'a plus. On a l'impression que le monde va s'arrêter, mais finalement, ils ne sont plus détectés par Coevo et d'un seul coup, ils deviennent un peu libres, deviennent des affranchis du système. Donc tout ça est intéressant. Donc il y a plusieurs messages. À la fin, ils auront le vrai message que moi je veux faire passer. Mais pour moi, le vrai message, c'est aussi une belle histoire d'amour impossible dans un monde où tout les sépare. Donc c'est un Roméo et Juliette complet, sans le côté formel de Roméo et Juliette, mais c'est vraiment l'amour triomphe malgré tous les obstacles.
quels qu'ils soient, mentaux, physiques, technologiques et médicaux. C'est compliqué pour toi, justement, d'être domicilié à Montréal, mais d'avoir ta principale audience, en fait, tu me dis si je me trompe, pour Urbance en France? Non, c'est pas forcément dur d'avoir l'audience, d'avoir le. Bah, je veux dire, après on fait des choix avec Ankama, hein, donc ils ont pas non plus un budget limité pour faire venir forcément les auteurs étrangers. Et puis ils en ont pas mal. Ils ont Tony ici avec Radiant, hein, ils ont Tony à Montréal et tout. Mais c'est sûr qu'on fait on regarde les festivals, on regarde les bonnes dates, les tournées des libraires et tout ça, on regarde les. Mais après non, c'est un vrai plaisir. Euh, Moi, ce qui me fait aussi maintenant plaisir, c'est de rencontrer aussi mon public québécois, qui a eu beaucoup de Français aussi au Québec. Et voilà, j'aimerais être plus présent. Ça, je te mentirais pas, j'aimerais être plus présent. Voilà, parce que la présence fait que il y a ça influe tout, quoi. Ça influe les chiffres de vente et compagnie. Donc ouais, ça, j'ai quelque chose que j'aimerais pouvoir faire. Le tome 3, mais il est sur la table, donc tu peux pas le retravailler. Ouais. Comment t'as fait pour ne pas trahir tes personnages? Parce qu'il y a des fois, il y a des interactions entre deux persos où il y a des persos qui se retrouvent à un moment dans une situation, tu peux pas non plus détourner et tu peux pas non plus prendre le lecteur pour un niais. Donc comment tu t'es débrouillé justement pour pas les trahir et y aller éclore en 4 tomes et pas rajouter un tome 5 ou comment t'as fait? On a travaillé en fait sur le catalyseur de Coevo, qui est venu finalement accélérer un peu le récit et forcer un peu le destin entre nos deux protagonistes, Lessia et Kenzel, sans forcément forcer leur relation. Alors sans forcément de spoil, mais j'invite évidemment les gens qui ne connaisseraient pas Urban à au moins mettre les mains sur le tome 1. On est en face d'un couple qui va se former, mais à la base, ils sont là pour se tuer l'un et l'autre, quoi, quasiment. Lessia arrive avec une arme dans le club. Leur premier rapport, c'est pas un rapport de je vais te sauver la vie, c'est un rapport de je suis là pour venir te tuer, quoi. Ce rapport-là, il vient se faire à un moment donné s'accélérer à la fin du tome 2, avec heureux encore une fois cette pression morale de je c'est un amour impossible, c'est une relation impossible. Je dois prouver mon intégrité au clan. Et encore une fois, je dois aller, tu sais, sans forcément aller spoiler, évidemment. Là, dans le tome 3, pour accélérer le récit, pour le finir après au tome 4, c'est plus les clans qui le font. C'est la société en tant que telle. C'est Coevo, le système en place qui va forcer à le faire. Et donc, ça accélère le récit beaucoup plus fort. Donc, les clans sont remis au second plan, comme s'ils étaient tassés directement par Coevo, et Coevo prend les rênes à partir du tome 3. Et là, pour le coup, on devient en huis clos, et ça s'accélère. Le huis clos, c'est le aidé, huis clos qui le fait, ouais. Euh, Au début, on est dans un monde ouvert, avec énormément de protagonistes, et d'un seul coup, ça se resserre. L'étau se resserre. D'ailleurs, tu bien que tu me fais rappeler ça. Moi, l'un des premiers trucs que je t'ai demandé quand j'ai eu le tome 2 dans les mains, 4 tomes, personnellement, je sais ce que ça implique, c'est des cours d'histoire et il faut aller un peu droit au but. T'as pas le temps de t'étaler, chaque information est importante, chaque page est importante. Une double page, c'est crucial. Et toi, tu prends plaisir à faire des doubles pages. Ouais. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, t'as mis une dystopie en place avec quelque chose de très intriguant. C'est tout simplement que si un couple pratique des relations sexuelles, il se confronte à la mort. Ouais. Et je t'ai posé la question, vas-tu répondre à cette question? Tu m'as dit, je vais laisser une part d'inexpliqué. Moi, le but, ce que je veux raconter, c'est une histoire entre les deux protagonistes, Ouais. une histoire un peu d'amour, une histoire un peu d'amitié. Tu veux travailler ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as peur justement, ou à la fin du tome 4, les gens ils sont un peu déçus, ils se disent bah attends, mais moi j'attendais la réponse sur ça en fait. Alors, je comprends. Alors oui, complètement, puisque on avait réfléchi, hein, on a discuté avec mes éditrices, on a beaucoup parlé de ça. Ce qui est très intéressant, en fait, finalement, c'est bon, il y a des règles, mais finalement, est-ce que les règles, elles sont pas là pour s'en affranchir? Est-ce qu'au bout d'un moment, ces règles, est-ce que tu as besoin de comprendre toutes les règles pour agir dans une société en général? Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à un moment donné, Kenzel et Lessia se disent bon, ça suffit, il y a trop de règles, et on décide de s'en affranchir. C'est qu'à un moment donné, le récit, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le tome 3, qui est d'ailleurs, je le prends là, mais plus épais d'ailleurs que le tome 1. On a étoffé le récit, et à un moment donné, on s'est dit, ben, on va décider de laisser ces règles au deuxième plan et de vraiment focuser sur l'intrigue A, qui est l'intrigue des personnages. Toi, t'es sur du 180 pages et là, t'es sur du combien? On est sur du 220, 200, je sais plus, attends, on va voir un peu. Ouais, on est quasiment 200, 210, quoi. Ouais.
Est-ce que c'est si important de ça, de montrer, par exemple, que les rapports sexuels, quels qu'ils soient, homo, hétéro, soient interdits dans l'art? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de se dire, de montrer quelqu'un qui décrépit devant toi pour dire, par exemple, que le Covid tue? C'est qu'à un moment donné, en fait, c'est ça qui est intéressant dans un monde dystopique, c'est que la peur, elle est engendrée juste par le fait qu'il y ait un avis commun, une idée, une reçue commune, qu'il y a un danger et que le système en place est convaincu qu'il y a un danger et qu'il y a une mort par rapport à ça. Je suis pas en train de dire forcément que le danger, le virus E1 n'existe pas, mais à ce stade-là, ce n'est plus important, puisque tout le monde le pense, c'est que c'est forcément vrai. Et ce qui est intéressant finalement, c'est de se dire, ben, est-ce que Néopolis, en tout cas les personnages qui y vivent, ne se laissent pas complètement embringuer par la peur? Est-ce qu'ils arrêtent de vivre tout simplement parce qu'ils ont peur? C'est ce que Kenzel et Lesia se disent, et ils vont s'affranchir de ça. Donc finalement, le danger n'est plus si important. C'est de trouver la sortie pour ne plus avoir peur du danger, d'un éventuellement danger. Et donc c'est là où je trouve qu'on a fait quelque chose de vraiment fort sur le 3 et 4, c'est d'avoir amené le récit beaucoup plus loin que de raconter de manière bête et méchante, linéaire, les tenants et les aboutissants du monde qu'on connaît déjà, on les a dès le départ dans le tome 1, c'est de se dire finalement, est-ce que tout ça a un sens et est-ce qu'on peut pas aller beaucoup plus loin? Et donc l'histoire, elle a pris encore une ampleur là à ce niveau-là. Ankama, il y a un gros vestiaire, je trouve, en termes de créa française. Ils ont ZD, Géraud, de ZD avec Spaceman, son dessin, il est ouf. Ah, il est malade, malade. Ça t'arrive de dire, s'il te plaît, copain, parce que je sais que le milieu du manga, c'est un milieu quand même où tout le monde se côtoie, tout le monde échange. Et, je galère sur une page, est-ce que tu peux m'aider? Ou non, tu t'arrives pas à déléguer, t'aimerais avoir des assistants, Ah ben c'est intéressant. Alors ouais, on discute avec Géraud et puis avec Ziad, mais en plus en mode copain, on s'est vu plusieurs fois dans les festivals et tout. Des fois, on se donne des petites astuces, par exemple sur quel type de papier il faudrait acheter pour pouvoir, quel type d'outils, de brush, on peut. Mais pas plus que ça. Ils font leur vie, je fais la mienne. C'est bien correct. On n'est pas encore au stade de s'appeler tout le temps. On n'est pas. Je pense qu'on s'admire bien, tu sais, mais on n'est pas encore des amis. Moi, je suis encore récent, tu sais, par rapport à Ankama. Mais par contre, c'est sûr que j'ai eu besoin d'aide, ouais, pour le tome 2 et le tome 3, probablement pour le tome 4 aussi. Et j'ai eu un assistant pour le tome 2, il s'appelle Herman Kayode, qui vit au Sénégal. Il m'a aidé en fait pour tous les niveaux de gris. Alors la colorisation pour moi, mais parce que c'est sûr que tous les niveaux de gris, les trames, c'est quand même un travail assez énorme. Donc il m'a aidé pour le tome 2, le tome 3. Valériane aussi, Valériane Labroche, une bonne amie à moi aussi qui fait de la bande dessinée, qui m'a aidé pour le tome 3. Donc Herman et Valériane, ouais, ils vont probablement m'aider pour le tome 4 aussi. Puisqu'à un moment donné, on le voit bien, le travail d'éclairage est énorme dans Urban. C'est-à-dire que, tu vois, là, on peut parler, par exemple, de pas forcément de regrets, mais de, de choix chronophages que j'ai fait avant. On le voit bien, le tome 1 est très chargé. Il y a beaucoup de background. Je crois qu'il n'y a aucune case qui n'a pas de background, ou très peu. il n'y a pas de blanc. Le Non, tome 2, j'ai un peu plus allégé les backgrounds, justement pour aussi, des fois, un peu alléger je dirais, le regard, et la tension qu'il peut y avoir, justement pour favoriser certains dialogues. Ça me permet aussi d'avoir une plus grande fluidité, je trouve, dans la lecture du tome. Le tome 3, parce que j'ai eu cette aide-là, je suis revenu à la qualité du 1. Très intéressant. Est-ce que c'est pour le mieux? Je sais pas. Mais en tout cas, je suis revenu à une complexité graphique qui me plaît. La façon dont j'ai traité la finition du trait d'Urbens, c'est un peu comme si, d'une certaine manière, je voulais exorciser le fait de pas avoir fait l'animation. Et je voulais donner l'impression d'avoir une animation en papier. Et le plus beau commentaire qu'on m'ait fait, c'est de se dire, waouh, on a déjà l'impression que c'est presque un animé comique de l'animé qui n'existe pas. Et d'une certaine manière, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc il y a des pages où on se dit, waouh, ça pourrait être un shot d'animé tel quel, quoi. Donc si demain, par exemple, il y avait une animation qui se ferait, je touche du bois, on sait jamais, mais on aurait déjà un travail important, je pense, qui est fait avec la BD. Il n'y aurait pas tant d'adaptations à faire que ça. C'est quelque chose qui a été ressenti de la part des lecteurs entre le tome 1, 2, 2, 3, justement, cette nuance de gris, ce background derrière. Ouais, le tome 2, j'ai eu des commentaires pour et contre. Il y en a certains qui me disaient, ah, c'est un peu moins travaillé. Mais pas moins bien dessiné, par contre. Juste un peu moins. Il y a une espèce de... Certains ont préféré cette espèce de fluidité qui fait peut-être un peu plus manga, justement. Alors que le premier était vraiment un côté presque comics, et voilà. Et d'autres me disaient, au contraire, j'aimais beaucoup le travail du 1 et tout. Est-ce que ça serait cool
de remonter ça dans le 3. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, je suis arrivé à un espèce d'équilibre. Voilà. Donc, c'est intéressant de rencontrer, tu sais, vous, je vous ai rencontré, là, c'est toi et ta femme et tout. Puis c'est important de rencontrer le public parce que quand on le fait, souvent, on a la tête dans le guidon et on prend pas tous les commentaires. On prend des fois presque les commentaires au pied de la lettre et d'avoir Bah, un vrai recul parce que c'est les lecteurs le plus important. mais Urbance, on sent que c'est dans ta veine. Parce que déjà, c'est comme le projet, tu l'as depuis longtemps. Il y a eu un projet pilote d'animation. Tu as le manga. Il y a un mot qui revient beaucoup dans ta bouche, c'est le comique. Moi, je l'ai pas ressenti cette influence comique manga dans le tome. Je pense que t'as fait un gros effort pour justement Ouais. japoniser au mieux ton œuvre pour que le lecteur le ressente pas. Mais pour avoir parlé avec toi, le comique, tu l'as dans le coin de l'œil. Je l'ai toujours dans le coin de l'œil. Moi, j'ai grandi évidemment. Je vais pas parler forcément de Strange ou ou du Spider-Man et autres, mais les Batman de Frank Miller ou de Sean Murphy plus récemment encore, c'est un artiste comique incroyable. Mais Frank Miller, Sin City, pour moi, voilà, c'est l'œuvre qui m'a le plus travaillé d'un point de vue presque graphique et viscéral. Et le comic, c'est toujours là. Je regarde, je me tiens au courant. C'est peut-être aussi parce que je dirais dans mon domaine, dans le jeu vidéo, en travaillant en Amérique du Nord, il y a beaucoup de référents nord-américains, que ce soit dans le jeu vidéo, dans le cinéma ou autre. Donc, que je le veuille ou pas, je suis confronté à des œuvres nord-américaines. Quand je travaille dans l'animation, parce que je travaille aussi une fois, je fais des contrats en freelance, en character design pour des séries animées, comme par exemple Black Dynamite. J'ai fait des storyboards pour la saison 2 de Black Dynamite. Il a fallu que je m'adapte au character design. Et le character design, c'est un character design nord-américain, comics. Donc, en fait, je suis exposé aux comics tout le temps. Et t'as raison. Je le mets pas à 100%. J'ai encore mon amour du manga qui vient se mettre là-dedans. Et quand on parle, par exemple, alors, on va parler de Takeshi Koike, qui pour moi est un dieu de l'animation japonaise. Quand il avait fait à l'époque Animatrix, qui avait fait un carton, c'était un court-métrage qui s'appelait World Record, record du monde. On voyait un coureur qui courait et un sprinter et qui avait les muscles qui éclataient et avant de rentrer dans la matrice. C'était merveilleux. C'était sorti juste après Matrix 1, je crois. Ça m'a chamboulé. Et ces codes visuels à lui, ces références, c'était du comics. Quand on voit le travail de LeSean Thomas aussi avec Cannon Buster ou autre, Boondocks, c'est aussi, c'est du comics, mais du comics à la japonaise ou autre. Et donc, il y a déjà eu ce clash-là d'ombres noires très marquées, des masses de couleurs et des personnages très élancés. Quand on voit Kenzel, il est très élancé. On peut voir mon inspiration peut-être aussi indirecte avec Robert Valley, animateur américain, qui a travaillé sur, entre autres, la série Tron Uprising, je crois, pour Disney+. On l'a pu voir dans Love, Death Robot. Il a fait quelques épisodes. Robert Valley fait des personnages très élancés et tout. Donc ouais, il y a une influence. Et moi, je suis hybride là-dedans. Ouais. Je suis vraiment à la croisée de tout ça. Et je suis content en tout cas que tu me dises que ça se ressent pas, que ce soit bien absorbé en tout cas. Tu m'as dit même, il y a des idées de peut-être Kickstarter, de comics. Ouais, le deal n'est pas encore signé à 100%, mais version anglaise d'Urbance, si tu pensais à ça. Il y a un Kickstarter qui pourrait se faire l'année prochaine pour l'avoir une adaptation en anglais, dans un grand format, justement, type comics, un peu plus grand format, un peu plus noir, un peu dans la veine finalement des Urban Comics, couverture cartonnée et compagnie, pour avoir peut-être une autre audience. Urbance, c'est marrant, mais à la base, les gens qui suivaient enfin pas forcément le lectorat, mais les gens qui suivaient le projet au tout début depuis 2011, c'était plus des Afro-Américains. Ah, okay. Avec qui je discutais. Il y a très peu de francophones finalement qui sont venus me voir au tout début. Peut-être parce que les codes visuels de l'animation, je parle bien de l'animation, pas forcément du manga, étaient peut-être plus emprunts de l'animation américaine. Et donc j'ai eu énormément de buzz nord-américain par rapport à l'animé. Et donc quand on va, je l'espère, à un moment donné bientôt annoncer la version comics, je m'attends à avoir un re-engouement derrière du public américain, ouais, public anglophone en tout cas. Il y a eu un truc que tu as mis en place entre le tome 1 et le tome 2. C'était une sorte de petit macaron à la fin du tome. Tu vois de quoi je fais référence? Pas du tout. Le petit macaron par rapport à l'AI, fabrication humaine. Tout à fait. Super initiative de la part de Pascal Chat.
Je peux développer sur ça. Bien sûr. Quand je suis allé à Angoulême présenter le tome 1, je crois que c'était en 2024, il me semble. Et je crois est-ce qu'on s'était rencontrés On là-bas? s'est jamais rencontrés en France. Non, c'est vrai. Jamais en France. J'ai fait la rencontre en fait d'un auteur, d'un scénariste qui s'appelle Pascal Chin, qui a publié, qui a fait une super belle bande dessinée qui s'appelle Bunkerville, publiée chez Ankama également. Et en fait, il démarchait, on a eu un coup de foudre. Alors c'est marrant parce que Pascal, c'est un Québécois établi en France depuis 25 ans, et moi je suis un Français établi au Canada, et en fait on a accroché comme ça. Il m'a raconté un peu une démarche qu'il avait, qui commençait à le titiller, c'était d'apposer, de créer un label qui permettrait de défendre tout simplement la création humaine dans la bande dessinée, et peut-être même dans d'autres œuvres audiovisuelles. J'étais tout de suite emballé par ça, mais pas parce que c'était une croisade contre l'AI, pas du tout. C'est simplement un saut, un peu comme un label vert ou label rouge pour la viande, de défendre, de simplement alerter le consommateur de ce qu'il est en train d'acheter. Et j'ai trouvé ça hyper génial de pas partir en croisade contre l'AI, mais plutôt de défendre en fait les droits humains, les droits de créateurs artisanaux, quoi. Et donc j'ai pris son logo, je l'ai mis là, et puis oui, je le défends. Tome 3, tome 4, on remet ce logo-là en avant, et je vois qu'il y a d'autres auteurs et d'autres œuvres qui embarquent un peu là-dedans. Toi, tu travailles pour les jeux vidéo. En plus, tu as travaillé sur des grosses licences, Batman, Assassin's Creed, si je dis pas d'erreur. Ouais, Batman, Assassin, de manière un peu plus officieuse, Assassin, j'ai pas crédité dans le jeu, mais oui. Il y a eu du Thief, Call of Duty, Naruto, ouais, comme tu le disais, Roller Champions aussi chez Ubisoft en direction artistique. Donc ouais, beaucoup de grosses licences. On a eu des retours comme quoi qu'effectivement, c'était des studios, c'est énergivore, il y a beaucoup de temps, il y a pas beaucoup de mains. Et puis tout simplement, en fait, les talents, ils sont de plus en plus rares. Et du coup, c'est vrai que l'IA, elle commence à prendre des parts du marché, etc. Toi, tu me le dis, donc c'est pas quelque chose où tu fais pas une levée de bouclier en mode on va les attaquer, mais tu veux protéger quand même le savoir-faire de l'artiste. C'est super important, c'est-à-dire que demain, on peut avoir d'ailleurs c'est déjà le cas, on peut avoir des artistes, il y a déjà des mangas, que ce soit au Japon ou même des manhwas, je crois, mangas, enfin plus chinois, qui sont déjà créés par des AI, où les auteurs ne se cachent même pas. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour challenger leurs idées, alors qu'ils pourraient très bien le faire entre auteurs. Tu vois, le fait qu'on puisse discuter d'une idée, elle est là, l'AI, pour moi. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine, donc c'est de l'IH. On est là, on peut discuter. C'est une émulsion qu'on peut déjà se faire. Pour moi, c'est plus intéressant d'avoir une discussion et un challenge par rapport à un point de vue critique que par rapport à une intelligence qui aurait aucun avis ou aucune curiosité, tout simplement parce qu'elle ne fait qu'analyser le marché. Et donc, c'est important de le défendre. Donc l'IA, elle est là. Elle est partout. Dans le jeu vidéo, il y en a de plus en plus. Moi, on me demande de travailler de l'IA souvent. Puis je dis non. Parce que je savais faire des jeux vidéo avant. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, je ne saurais plus faire le jeu vidéo? Pourquoi est-ce que dans l'industrie, on ne saurait plus faire ce qu'on faisait avant? Sous prétexte qu'il y a une nouvelle technologie? Il y aura toujours des nouvelles technologies. Faut pas qu'on se remette trop en question, et c'est très important. Faut comprendre pourquoi elle arrive, et il faut comprendre peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être l'utiliser, mais d'une certaine manière. Je veux que mon talent soit, mon talent d'artiste, ou en tout cas mes compétences de dessin ou d'écriture, soient impliquées dans la création de mes albums. Pour l'instant, si l'IA ne me permet pas de le faire, je ne l'utiliserai pas. Puis après, il y a cette question de droit d'auteur. Quand j'utilise l'AI, à qui appartient la ligne de texte que je mets, le scénario, le design, à partir du moment où je prends mon design de, par exemple, Kenzel, je le mets dans l'AI, le design ne m'appartient plus. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, que les gens ne savent pas. Ils oublient que dès que je feed quelque chose dans l'AI, un peu comme Facebook, je donne le droit d'utiliser, donc les autres pourraient prendre cette œuvre-là et le revendre. Je perds les droits. Peut-être une question un peu osée, mais c'est vrai que, ok, oui, tu t'en es conscient, c'est que c'est un outil, il va falloir apprendre à vivre avec. Mais quand je t'écoute, j'ai quand même un peu ce sentiment qu'il y a peut-être au fond de toi une petite peur quand même que l'IA les gens ils commencent à se dire ouais, c'est normal, les œuvres, je sais que j'avais vu un truc ça sur Insta, les IA artistes, et en plus de ça ils ont ouvert des commissions, donc en fait ils sont devenus spécialistes dans le prompt à parler avec la machine en fait. Au fond, toi t'as un peu peur ou pas du tout dans ces... Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, bon, avec, on va dire, l'âge que j'ai et l'expérience que j'ai déjà mon fanbase, que ce soit dans la bande dessinée, ça commence dans la bande dessinée, mais ma carrière c'est déjà fait.
voilà, j'ai un nom que j'ai réussi à me faire avec les années, aussi bien en France qu'au Québec. Donc ça, je suis assez content. Mais c'est sûr qu'il y a une crainte. Pour l'instant, je vois, il y a plus de crainte qu'autre chose. Il y a énormément de gens qui ont perdu leur emploi. Ça crée une anxiété énorme. Moi, j'ai dû dealer de l'anxiété parmi mes employés, dans mes équipes. En étant directeur artistique, j'ai eu mes propres concept artistes ou 3D modeleurs, que ce soit des modèles artistes ou autres, qui sont venus me voir et qui ont clairement eu de l'anxiété. Ça a affecté leur vie quotidienne. Donc moi, je suis là pour les aider, mais j'ai besoin aussi moi d'y voir clair là-dedans. Donc c'est sûr que la bande dessinée, pour l'instant, si on pense, je dirais œuvre d'art, l'IA voilà, il y a pas de danger. Mais si on pense marché de masse et productivité, le frigo, devoir produire tout le temps, comme par exemple au Japon, il y a des séries qui sortent à chaque semaine, bah, c'est sûr que l'IA a un vrai intérêt. Elle va pouvoir permettre de produire plus rapidement, à la même qualité, pas forcément à la même authenticité. C'est ça l'affaire. Et c'est pour ça que le public doit le voir, doit être conscient de se dire qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je préconise, la qualité ou la quantité. Et c'est sûr que ben, il va y avoir une répercussion sur des séries à grande échelle, que ce soit du Marvel ou autre, ou versus une œuvre d'auteur un peu plus personnelle. Donc c'est sûr. Mais pour l'instant, je connais pas la mesure de tout ça, mais ouais, c'est sûr. Même moi, j'y réfléchis au moment où je fais mes œuvres. Si à l'après-Urbans, qu'est-ce que ce sera par rapport à ça, pour que encore une fois, je sois le moins affecté par l'IA et voir l'IA évoluer sur le côté, et peut-être dans quelques années l'utiliser, mais à bon escient. Et évidemment en respect pour le lectorat. Après, il faut peut-être commencer à éduquer aussi les jeunes à l'école sur justement intégrer peut-être des cours d'IA pour justement dire voilà. Je pense qu'il y a un truc à faire autour de Ouais. ça. Parce qu'au final, c'est pas l'outil le problème, c'est comment on s'en sert. Hein. Le problème, c'est la personne de comment elle le consomme, comment elle l'utilise. Et pour revenir un peu sur Urbans, là j'ai la chance, j'ai ton calepin et j'ai le tome dans les mains. C'est celui parmi tous ceux que j'ai pu lire dans le manga français où vraiment quand je l'ai ouvert, j'ai fait ça, c'est du manga numérique. Peut-être celui où on le sent le plus. C'est pas, je le dis pas comme un défaut. Hein. Moi, ça m'a pas du tout posé problème à la lecture. J'ai trouvé ça même plutôt fluide, ça se lit super vite. D'ailleurs, c'est un truc que tu as besoin parce que le tome 1, vraiment, en temps réel, je crois qu'il doit s'écouler à peine 1 heure au final, donc dans l'histoire. Euh, Tu m'avais expliqué que t'étais ultra rapide, genre pour ton crayonné, tu fais 8 pages tu peux aller jusqu'à 8 pages par jour, si je dis pas de bêtises. Ouais, en crayonné pur, c'est-à-dire que bah, en storyboard quoi, vraiment, mais un storyboard qui est quand même assez étoffé, ouais. Ouais. J'ai décidé parce que j'ai peut-être cette contrainte de temps là avec ma famille, bah de condenser on va dire le layout et le storyboard, le croquis ensemble quoi. Donc d'un seul coup, j'arrive à avoir mes pages assez bien finies assez rapidement, ouais. Euh, Et ça, c'est grâce un peu presque au numérique, quoi, l'aisance que j'ai au numérique, le fait de pouvoir tourner la page, tourner, effacer très rapidement, ouais. j'ai pas beaucoup de connaissances quand tu me parles layout, storyboard, je vois pas trop de quoi tu me parles. Mais je Ouais. sais que c'est des mots qui sont importants parce que tu m'as dit ouais, j'ai ramené ça et tout. Vas-y, je t'en prie, C'est on des parle. mots très importants parce que tu as ton histoire au début, tu as ton découpage, enfin t'as ton scénario, en tout cas de l'action que tu vas avoir à chaque page. Et après, tu vas tout de suite faire un storyboard très rough en général, où tu ne fais que placer des sphères, des formes géométriques pour décrire l'action et la découper case par case. Puis après, une fois que tu la montres évidemment à ton éditeur, tu as un retour positif ou pas, changer les choses, un peu comme un post-it que tu déplacerais, tu malléable. Une fois que la narration, donc le layout est approuvé, là tu passes à la première étape de croquis. Et là, tu commences à mieux définir tes personnages, tes formes, parce que justement, le layout de la page, la mise en page de la page a été approuvée. Donc cette étape-là, moi ces deux étapes-là, je les mets ensemble. Donc quand je propose à Ankama, je leur propose déjà un découpage déjà précis, avec quasiment les dessins quasiment finaux. Donc et ça c'est grâce à mon aisance au numérique voilà. Et j'ai des exemples. Bah, on le voit un peu d'ailleurs dans chaque tome à la fin. J'essaye d'être un Oui, peu tu mets le généreux storyboard. Hein. en mettant quelques storyboards et on peut voir que c'est pas juste. Et attention, hein, je dis ça, mais moi quand je fais du storyboard pour moi, je fais des ronds, bâtons, une sphère avec quadriller le visage pour indiquer la position des yeux et tout. Mais je vais plus loin dans mes storyboards. J'ai déjà mes volumes déjà placés. Tout à l'heure, tu disais, tu parlais du frigo. Petit aparté pour dire ce que c'est. Globalement, le frigo, c'est l'éditeur qui te dit pendant 3 ans, tu as bossé sur tes tomes. Comme ça, quand le tome 1 il sort, t'as le tome 2, t'as le tome 3 qui sort. Et pour le lecteur, l'avantage, c'est que il y a 2-3 mois d'écart entre chaque tome. Je suis content que t'aies pas fait ça. Parce que déjà, de 1,
c'est un avis personnel, je m'engage, il y a que moi qui m'engage dessus, mais tous les auteurs qui font, j'ai l'impression que, bah, ils le payent parce qu'il y a une arrêt de commercialisation quasiment instantanée. Et puis, c'est hyper important, comme tu le dis, le retour des lecteurs. T'es pas fermé à une bonne idée de ce que je comprends. Puis ça te permet d'avoir confiance en ce que tu donnes, en fait, Ouais, au niveau du lecteur. T'as signé pour 4 tomes. ouais, Même si, on revient dessus, Ankama croyait en toi parce que de souvenir, tu m'avais dit que dès le tome 1, il t'avait dit, vas-y, il faut autant de tomes que tu veux. ouais. Juste pour, et conscience que un tome, c'est un an. Bah, exactement. Bah, c'est très bon point. C'est un très bon point que t'as, Joe, parce que le vrai truc, c'est qu'au début, j'ai eu des rêves de grandeur. Je me suis dit, waouh, évidemment, ça me tient à cœur. Je vais raconter mon histoire en 8, 10 tomes, et je vais développer énormément de personnages. Puis à un moment donné, quand on voit, bah, qu'il faut une cadence de sortie, là, à un moment donné, on s'est posé, on a commencé à regarder l'échéancier de sortie et de production. Et là, en fait, ça amenait sur 2030 au niveau de la production. Si je voulais faire 8 tomes. Puis tenir une cadence comme ça avec un boulot à temps plein, avec ma femme sur le côté, ou même tout simplement si jamais je me mettais à temps plein, ben, actuellement pas, si je fais cette BD, elle n'a pas forcément de revenus. Il faut attendre le succès de la série avant qu'elle ait revenus. Donc quand j'ai vu la date de 2030, on s'est regardé avec ma femme, on s'est dit non, c'est pas possible, on va le réduire. Et là on en a parlé avec Charlotte et Margot qui sont mes éditrices, et on a lancé un plan de match qui est de se dire bon, on va d'abord se faire la main sur 4 tomes. Mais oui, on va condenser un peu l'histoire, épurer un petit peu les personnages secondaires et vraiment focuser sur la narration sans que ça se sente. Donc, on a accéléré le récit et je trouve qu'on arrivait à un très bon compromis. Mais c'est sûr qu'à la base, je voulais faire plus de tomes, moi. Donc, le nombre de tomes n'a jamais été un problème pour Ankama, pour la signature. Il n'y a pas eu de condition de se dire si le premier tome et le deuxième tome ne fonctionnent pas, par exemple, on arrête là et puis c'est tout. Euh, donc déjà, un manga, c'est quand même chronophage en termes de temps. Tu passes beaucoup de temps dessus. En plus de ça, toi, tu travailles chez Ubisoft en parallèle. Ouais, bah, je travaillais chez Ubisoft, j'ai changé de compagnie, oui, mais je travaille dans le jeu vidéo, donc à temps plein. Donc, t'as raison, c'est compliqué. Quand je me suis embarqué dans cette aventure, c'était déjà le cas, donc j'étais déjà à temps plein le jour. Donc le manga, ça se passe la nuit. Le travail se passe le soir, ça se passe le matin quand je vais apporter aussi mon fils à l'école. J'y réfléchis, ma tête tourne tout le temps. Le soir, quand je suis avec ma conjointe également, la tête tourne. Donc c'est toujours là. Donc faut apprendre c'est difficile, mais maintenant j'arrive à le faire, à faire la part des choses en fait. Donc il y a un moment pour produire, puis il y a un moment pour stopper tout ça et focuser sur autre chose. Tu es papa? Ouais. Il est en âge de comprendre ou il est pas encore en âge de... Ouais, mon fils, bah, il regarde, hein, il a 7 ans, donc Ah, il est très en âge de comprendre. Il est vraiment... ouais, il est en âge de comprendre. C'est sûr que il ne lit pas Urban, il regarde, hein, des fois quand tu es à la toilette, tiens papa, j'ai besoin d'un livre. Et souvent il est là, il me demande, ramène-moi un livre. Des fois je ramène, je le vois des fois, il prend Urban par lui-même, il feuillette et tout, il est très fier. Par contre, je le pousse pas moi à faire du dessin. C'est voilà, il le fait lui-même parce je pense qu'il me copie, donc il aime ça, donc c'est plutôt cool. Et puis d'une certaine manière, le fait de voir mon gamin qui tripe, me voir en train de faire la BD, ça me pousse à m'améliorer, à continuer de le faire, donc c'est génial. Je fais pas la BD pour lui, hein, mais ça m'aide. Ça me pousse beaucoup quand je vois son œil de fierté, quoi. Donc c'est super cool. Une fois, je suis allé à l'école présenter comment la fabrication d'une bande dessinée, comment on fait des BD. Et puis les gamins, ils étaient voilà, donc ils étaient fiers de dire c'est mon papa. C'est dur d'être papa quand t'es auteur parce que, comme tu dis, t'as pas beaucoup de... On a tous 24 heures dans une journée. Ouais. Toi, t'aimerais en avoir plus, j'imagine. Mais tu fais beaucoup tu sacrifies du sommeil, de ce que je comprends. Même tu sacrifies du temps de vie avec ta famille. T'as déjà loupé des événements comme une sortie à l'école, des trucs comme ça, parce que, faut que ça sorte, quoi. Jamais. Alors, oui, ça aurait pu être le danger. En fait, on a établi je travaille 4 soirs semaine, je m'enferme de 8 heures à minuit, voilà, dans mon bureau le soir et tout. Je ne dessine pas la fin de semaine. C'est une règle. Voilà, c'est du temps de famille. On a appris, en fait, on a créé une règle avec ma femme, de se dire, voilà, et je reste des fois, on est malléable, hein. Si je travaille pas un soir, je vais récupérer voilà, ou des fois, je me donne, enfin, on essaye de jouer un peu avec les dates, avec les journées comme ça. Mais je te dirais que j'ai appris à bien gérer mon temps parce qu'à l'époque, j'avais déjà une compagnie qui s'appelait Steamboat, une compagnie où je devais gérer les échéanciers, le planning de mes employés. Donc j'ai appris avec le temps. C'est sûr, peut-être que si j'avais encore 25 ans comme à l'époque, je pourrais pas faire ça. Mais j'ai mon fils à 39 ans.
je suis carré, je me donne une certaine rigueur, donc j'apprends à le faire. Des fois, c'est plus dur, il y a des moments plus durs que d'autres, mais je rate jamais un événement, une fête ou autre, mais ces choses-là, elles sont cruciales pour moi. T'as une Donc, bonne méthodologie. ouais, j'ai une très bonne méthodologie. Je suis capable de faire comme on dit en anglais là, je turn la switch off très facilement quand il faut le faire. Ce qui est dur par contre, évidemment, c'est de devoir des fois mettre quand t'as un éclair, une idée quoi, à un moment donné, de devoir prendre 5 minutes et puis de l'écrire, de trouver le moment de ne pas perdre ces idées-là. C'est difficile. Quand j'ai une bonne idée, c'est que j'écrive tout de suite en live là. Mais par contre, quand je suis avec ma famille, non, je suis avec eux à 100%. Pour l'avoir observé, t'as la chance d'avoir une compagne qui t'aide. Ouais. Genre, par exemple, là, celle qui faisait les captures d'écran, Ouais, elle est géniale. elle t'aide dans Urbance? Oui et non. C'est-à-dire que sa façon de m'aider, en fait, c'est tout bête. C'est d'assurer tout ce que, d'accepter, par exemple, le fait que je m'enferme que je sois dans mon bureau en train de dessiner. Le fait que je fasse mes événements, elle me suit dans les événements. Des fois, et voilà. Mais après, elle lit et tout ça. Mais elle a un regard critique, mais c'est pas le public numéro un. Elle va pas venir avec des critiques ou un avis extrêmement tranché par rapport à ce que je fais. Mais c'est sûr que elle observe tout ça avec curiosité. Moi, j'essaye d'une certaine manière aussi de la tenir un peu éloignée de tout ça, pour montrer que je suis un gars qui est capable. Il y a le papa, il y a le mari, tu vois, ou conjoint, et puis il y a l'auteur. Je veux pas tout mélanger. Donc, content en fait de voir qu'elle s'implique elle-même de plus en plus. Mais à la base, j'essaie de la tenir un peu éloignée de tout ça. Je veux pas tout mélanger. T'es auteur, t'es obligé de défendre ton œuvre, même si t'as signé avec une maison d'édition. Donc oui, effectivement, la maison d'édition, le but, c'est qu'elle vende le plus de bouquins possible. Mais en France, ça reste quand même encore un marché qui est nouveau, on est en apprentissage, etc. Donc, t'as plusieurs casquettes, auteur, tu dois publiciter ton œuvre, tu dois être présent sur les festivals pour faire du direct customer, le vendre directement aux consommateurs. La part des réseaux sociaux est hyper importante. On l'a vu avec le Covid et TikTok qui a permis de faire survivre des entreprises. Mais pourtant, c'est un point commun que vous avez quasiment tous les mangaka, c'est que ça vous bouffe tellement de temps de travailler sur le produit et de le sortir que vous êtes quasiment inexistant sur les réseaux. C'est quelque chose qui, toi, ok, tu joues avec ces règles du jeu, mais de toute façon, c'est pas quelque chose où tu as envie de t'étaler dessus, ou t'aimerais le mettre dans, justement, ta méthodologie de travail et l'inclure. Ah non, j'aimerais être plus présent, hein, c'est sûr. Hein, quand je vois beaucoup d'autres, maintenant il y a de plus en plus d'auteurs qui se filment en train de dessiner et compagnie. Je rêve de pouvoir faire ça. D'ailleurs, je pense que je vais commencer peut-être à le faire. D'ailleurs, on en parle comme ça, mais là c'est une première étape qu'on est en train de faire. Mais peut-être une série de making-of avec les coulisses, avec mes croquis, avec vraiment presque un workshop théorique de comment j'aborde mon storyboard, mon découpage, la narration. Ça serait quelque chose que je pense faire par la suite. Mais c'est vrai que ouais, je suis un peu un gars de la vieille école. J'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Je suis pas si vieux, tu vois. J'ai 40, je vais faire 46 ans. Et le vrai truc, c'est que je sais que je dois être plus présent. Mais oui, on doit bosser quoi. On doit bosser. Je suis pas. Ce que je vends, c'est pas moi, c'est mon œuvre. Donc mon œuvre, il faut qu'elle existe. Oui, c'est chronophage, le temps que je peux passer sur les réseaux. Mais je sais que je dois le faire, donc c'est quelque chose sur lesquels je dois m'améliorer. Puis je pense le faire une fois que je vais décharger du tome 4, commencer à faire beaucoup plus de promos et puis beaucoup plus d'extras, montrer les coulisses, montrer beaucoup plus de travaux, peut-être une série d'œuvres parallèles. Je suis en train de travailler sur un petit sketchbook que j'aimerais commercialiser et compagnie. Peut-être dans le cadre du Kickstarter, on est en train de réfléchir à des extras qu'on peut donner autour de l'univers d'Urbance, ouais. Mais en fait, c'est parce que vous, en tant que auteur, vous avez la crédibilité qui va avec. En fait, vous avez l'expérience. Et c'est vrai que des fois, sur Internet, on a les personnes qui donnent des conseils, mais ils n'ont pas forcément l'expérience qui va avec la crédibilité qui va avec. Et c'est plus des conseils un peu généralistes. Il y a un truc qui est très étrange d'ailleurs avec les artistes de manière générale. Il y a cette honte de ce qu'on fait. On n'est pas forcément fier, on va pas forcément le mettre en avant, alors que techniquement, on devrait être le porte-étendard de ce qu'on fait. On devrait le mettre en avant, en parler, s'il vous plaît. Regardez ce que je fais, c'est trop bien. Ouais, je pense que, alors là, pour le coup, moi, je suis pas affecté par ça parce que moi, j'ai aucun problème à montrer. C'est un vrai régal quand je dessine devant les gens, dédicaces et tout. Donc, tu l'as bien vu. Moi, je suis généreux à ce niveau-là. Donc, dès que j'ai quelque chose, j'essaie de le montrer. C'est juste que des fois, je peux pas révéler un twist quand je suis en train de travailler. Et par exemple, sur la promo du tome 3, j'ai commencé à mettre quelques croquis, on va montrer un peu plus. Mais par contre, ouais, c'est sûr que, t'as
des fois, faut pas te tromper, quoi. Donc, si à un moment donné t'es pas confiant, si t'es un jeune auteur et que t'es pas confiant de ce que tu fais, c'est sur les réseaux sociaux, tu peux te choper une critique négative très facilement. C'est là où justement, ce qui est intéressant en étant un peu plus en retrait, j'ai pas écouté les gens. Je peux écouter les gens autour de moi et les lecteurs qui font un, je dirais un avis critique constructif. Mais si effectivement tu es un jeune auteur, que tu commences à balancer un dessin un petit peu bancal sur les réseaux sociaux, je l'ai vu là malheureusement des fois il y a de la haine complètement gratuite. Et si t'es pas armé, tu te le prends en pleine gueule. Alors que moi effectivement maintenant je m'en fiche de ces commentaires-là. J'ai ma carrière, je veux dire, donc maintenant j'ai beaucoup de recul. Donc c'est sûr que s'il y a un des conseils que moi je peux donner des fois, c'est oui c'est bien de montrer son travail, mais tu peux pas le montrer à n'importe qui. Des fois, c'est pas mal de le montrer en petit comité. Quand t'es propre à recevoir la critique, ouais, là, tu peux l'ouvrir au monde entier. Donc, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant, hein. Enfin, moi, c'est mon avis. Quand on était en train de préparer la table, mes oreilles traînaient quand tu étais en train de parler avec Louis et tu me expliquais que tu pensais déjà au prochain projet. Et pour avoir ton calepin dans les mains, je trouve quand même le trait, ça n'a rien à voir. Je vais prendre des images pour montrer quand même, il y a des dessins dans ton calepin qui sont magnifiques. Ça t'as envie comme ça, sur ton prochain projet, de faire, OK, je vais faire un gros album. Ça sera une histoire en un seul album et je vais prendre mon temps, je vais faire des gros Ouais. dessins très détaillés. Cela, ton Pinocchio que peut-être ça t'a inspiré quand t'étais à Disney. Je sais pas si ça vient de là l'inspiration, Mais complètement. mais On était en Californie, on a fait un voyage à Disneyland avec, en famille. Et puis, je me suis posé, j'ai dessiné Pinocchio en quelques. l'attraction, il y a tous les détails dessus, quoi. Ouais. On la reconnaît bien. Et vraiment, c'est pas une critique. Je suis pas en train de dire que Urban c'est moche par rapport à ça. Il faut être efficace et en le temps qu'on te donne, tu fais le plus que tu peux. Mais c'est vrai que je trouve que tu prives les lecteurs de ce genre de dessin. Ah ben ça c'est toujours voilà, c'est bientôt je les gâterai avec d'autres extras et tout ça, mais le vrai truc c'est que ça prouve l'importance de la base académique. Moi j'ai étudié dans les écoles d'art quand j'étais plus jeune et j'ai étudié l'animation, donc oui, quoi qu'il arrive, tu sais, on parlait d'AI et compagnie et tout ça. J'ai étudié les bases, l'anatomie, j'ai fait du nu, du modèle vivant, des choses un petit peu olé olé. Mais c'est ça un croquis. Un carnet de croquis, c'est du modèle vivant, c'est des choses que tu observes. Mais Donc je sais voilà. pas comment tu as réussi à rendre joli de la graisse. Bah ça c'est, je sais pas, c'est moi, c'est dans ma tête. Mais du coup, il y a peut-être dans les cartons un projet comme ça où tu prendrais plus le temps d'aller loin dans le dessin et d'avoir un dessin poussé. Plus poussé. Bah c'est sûr que moi j'adore, hein, j'adore l'image finie, le beau détail. Quand je fais du concept art pour les jeux vidéo, on pousse, ce sont des illustrations vraiment finies. J'essaye d'avoir évidemment ce niveau de précision dans Urbans pour vraiment donner l'expérience, comme on disait, un peu d'une animation couchée sur papier. C'est sûr que par contre, ouais, une série, ça prend du temps. Et je réfléchis peut-être à, est-ce que j'ai envie de faire un one shot? Est-ce que j'ai envie quel type d'histoire j'ai envie de raconter? Est-ce que je continue Urban si le public le veut? En faisant une suite peut-être un peu plus mature ou en changeant le style visuel graphique. Mais oui, j'adore explorer des visuels, des styles graphiques différents. Et ouais, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Moi, à la base, je fais du réalisme, mais maintenant je fais un peu du stylisé. J'adore faire des trucs un peu plus cartoon. Tu le vois bien dans mon travail personnel. Je fais un 360 c'est ce qu'on demande à les concept artistes à la base, c'est d'être pluridisciplinaire. Donc j'ai plein de styles. Mais Urban, c'est vraiment le style que je préfère le plus d'un point de vue identité visuelle pour le moment. Je suis déjà en train de réfléchir à la suite. Ouais. Quand je t'avais rencontré, tu m'avais dit justement, en fait, tu m'avais fait une dédicace d'un personnage et tu m'avais dit, ce personnage, pour moi, il est important, même, et on me le demande rarement, mais je fais, dans ma tête, je suis en train de faire un spin-off sur ce perso. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pourrais déléguer à quelqu'un, justement, dire, vas-y, tu fais le spin-off pendant que moi je travaille avec quelqu'un? Ouais, exact. Il y a un personnage qu'on va découvrir qui fait son entrée dans le tome 3. Ismaël, je ne développe pas plus. Il est important dans l'histoire. Il va s'apparenter comme étant une espèce de père spirituel qui va donner des repères, qui va répondre à des questions non résolues ou en tout cas un doute que les personnages, que nos héros peuvent avoir, les ados. Et, euh, et ouais, parce que l'univers est quand même large. Qu'est-ce qui s'est passé avant la contagion? Qu'est-ce qui s'est passé avant 2030?
Et qu'est-ce qui s'est passé pour ce personnage-là, qui est lui-même devait avoir le même âge que Alicia Kenzel au moment où la contagion est arrivée. C'est quelque chose que je pourrais écrire dans un spin-off, un bon tome, pour raconter l'avant Urban, c'est l'avènement de Coevo. C'est quelque chose sur laquelle j'ai déjà pensé. J'ai commencé à écrire quelque chose. Est-ce que j'ai envie de dessiner moi-même? Si jamais le public le veut, ouais, pourquoi pas. Si jamais c'est un one-shot, est-ce que je peux le développer plus? Dans ce cas, peut-être qu'effectivement, je pourrais me mettre au scénar et trouver un dessinateur pour le faire. C'est quelque chose que je verrai. Et je vais vraiment voir si j'ai envie de continuer de faire de la BD et de garder ce rythme un peu fou, même si avec Ankama, évidemment, j'ai ce luxe de pouvoir delayer un peu et de choisir mes dates de sortie. Mais ouais, tout est en suspens. Mais en tout cas, je suis prêt si jamais il faut prendre. Je vais aller dans une direction ou l'autre. Quand on était en train de parcourir un peu ton tome tout à l'heure, ma copine, elle m'a dit, ça m'étonnerait pas que entre Ismaël et Sœur Amie, il y ait un passif à la Kenzel les sièges. Donc peut-être qu'on aura nos réponses. Justement, ça, c'est, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être donné dans le prologue ou le spin-off éventuellement. Je te propose de te laisser le mot de la fin sur un point que j'aurais peut-être pas abordé, que tu aurais voulu que je l'aborde, ou quelque chose que tu aurais aimé que développer. Je t'ai pas laissé le temps, je t'ai coupé. Ben moi, par contre, en faisant Urban, c'est l'expérience que je peux en retirer, c'est que à un moment donné, il y a rien de plus important que l'étape de l'écriture. Une erreur c'est pas une erreur sur laquelle que j'ai faite spécialement, mais en tout cas, c'est un warning que j'avais dans mes oreilles beaucoup. On en a beaucoup parlé avec Ankama. On a passé beaucoup de temps à écrire et réécrire, bien comprendre le lore et ce qu'on appelle finalement les règles d'or de ce monde-là. Donc la Bible créative, pas forcément la Bible artistique, la Bible créative. Les règles, le pourquoi du comment, les fameuses 5 questions, why, when, who, what, voilà, and how. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, là, l'univers, il commence à être solide. Des fois, malheureusement, ce qui peut se passer quand on ne montre pas son travail, et ça peut arriver, quand on montre pas son travail ou ses écrits autour de soi, on peut oublier des fois des règles, et des fois, le personnage, il peut faire une action complètement à l'encontre de ce qu'on avait dit, de ce qu'on a raconté au début. Et c'est pour ça que c'est important de le faire. Moi, avec mes éditrices, elles sont là justement pour être un peu les garde-fous ou les script doctors. Elles sont là pour dire attention Joe, fais gaffe à ça. En général, elles me le disent pas vraiment parce que je le maîtrise maintenant mon univers. Mais au tout début, c'était pas le cas sur le tome 1. Maintenant, je maîtrise le tome 3 et 4, donc c'est parfait, donc c'est super. Maintenant, on décide d'aller plus loin en fait. Mais faut passer vachement de temps. Donc, je sais bien que souvent, quand on crée une œuvre seule, on a envie de dessiner. Mais le dessin ne règle pas des problèmes de coquilles scénaristiques. Le dessin ne peut pas régler ces problèmes-là. Il faut qu'ils soient réglés à l'avance. Donc le vrai truc, c'est qu'il faut passer plus de temps souvent à écrire que le temps de dessiner. Le problème, c'est quand souvent en bande dessinée, ça prend plus de temps de dessiner que d'écrire. Il est là le problème. Donc j'aurais tendance à dire ne pas hésiter à ouvrir en fait les écrits à tout le monde avant de se mettre à dessiner. C'est super important. Le temps qu'on doit passer à dessiner doit être à cristalliser un récit qui est déjà lui-même bien fini et voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que si je me trompe pas, je crois que c'est Stephen King qui dit, lui, il y a besoin de justement par la personne, il se met dans une maison et personne le contacte parce que sinon il est parasité par tous les avis des autres et il veut pas prendre en considération les avis des autres, il veut sa vision à lui. C'est intéressant. Stephen King, je l'ai lu sur son roman Écriture, mais il explique justement. C'est ça, c'est bien lui, je fais pas d'erreur aussi. Ah, complètement. Moi, je bouffe du Stephen King. D'ailleurs, c'est encore une autre ref un peu dystopique ou macabre, mais enfin macabre, un peu plus sombre et voilà. Mais faut être en contrôle. En fait, la réalité, c'est que Stephen King, il a son éditeur et il se communique énormément. Je crois qu'il ferme la porte de son bureau avec sa femme, il l'empêche de lire quoi que ce soit, et au bout d'un moment, il l'ouvre et il dit là, je suis prêt. Mais ça prouve l'importance de l'écriture. Surtout qu'en plus, lui, c'est une œuvre écrite, il peut pas se permettre d'avoir un truc un petit peu bancal. Donc ça prouve l'importance encore une fois. Mais c'est quand on se disait justement s'ouvrir aux autres, balance pas des écrits n'importe où, aux réseaux sociaux, aux gens qui ne connaissent, qui ne vont voir qu'une parcelle. Garde les gens, faut faire confiance aux gens qui sont autour de nous, qui ont un esprit critique et qui peuvent aller plus loin, ouais, complètement. Donc il faut laisser mûrir les idées, quoi, voilà. Mais quand à un moment donné t'es prêt, faut t'ouvrir, voilà. Là, il faut s'ouvrir, faut être généreux, voilà. Mais si on sait qu'on n'est pas forcément prêt, là je parle vraiment dans la création d'une bande dessinée, dans le cadre où c'est un produit final de compagnie. Après dans le processus créatif, ouais, faut pas hésiter à montrer ses carnets de croquis. Moi j'amène et être généreux à montrer nos choses, quoi.
On est des artistes, on partage. C'est quelque chose, ouais, que ça m'avait étonné je crois que t'es peut-être l'un des seuls à qui j'ai vu ça. Où effectivement, il est sur la table et servez-vous, quoi. Ben, c'est parce que moi, c'est la culture d'une drink and draw, comme on dit. Quoi. On boit et on dessine. C'est voilà, j'ai plein d'amis dans le jeu vidéo. Des fois, on se pose, on fait des soirées, on ramène tous nos calepins et puis carnet croquis, on boit des bières et puis on dessine quoi. C'est vraiment ce truc-là. Donc là, on est tous des artistes quoi à la base. On n'est pas. Sinon, on est tous dans notre tête, voilà, romanciers et compagnie. Donc voilà, on dessine. Voilà, faut être généreux au moment où on crée. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir été généreux et d'avoir pris du temps pour me laisser. Je pense qu'on a dû être au moins une bonne heure de Ouais, discussion. merci à toi. Bah, c'est super cool. Et puis, j'espère que ça aura donné envie aux gens de connaître, enfin de découvrir un peu Urban à travers le tome 1, tome 2, puis le tome 3. Voilà. En tout cas, c'est une œuvre très authentique. Ça me représente vraiment. J'ai voulu faire plaisir à personne, mais donner le meilleur de moi-même. Attends, t'es resté jusqu'à la fin? Donc c'est que la vidéo, elle te plaît? Qu'est-ce que t'attends pour t'abonner? Moi, je bouge pas. Tant que tu t'es pas abonné, on reste là. J'ai plein de galets. Je vais tous les jeter et ça sera long pour toi, donc abonne-toi. 3, 4, 5, 6798, 6799, 6780, 7000, 7001.